Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Vous sembliez avoir besoin d'un brief ce matin, donc on va le faire. Je pense d'ores et déjà savoir ce qui vous secoue les neurones et on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Alors, sans spoiler, évidemment, il n'y a rien de spécial à interpréter ce matin. C'est toujours le même balayage psychologique, toujours autour du même niveau très psychologique et toujours autour des mêmes incertitudes très psychologiques. Mais on va essayer de décrypter tout ça pour que, comme d'hab, vous n'ayez pas juste à me croire sur parole, mais qu'on en revienne tous à la même conclusion. Alors, comme d'hab, le principal truc que vous essayez de faire, mais que vous chiez un peu le plus souvent, c'est de regarder quelque chose où il y a de la gestion du risque. Comment on fait ça de façon non subjective ? Il faut avoir une stratégie. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs le dashboard, parce que j'ai vu que vous galériez pas mal avec ce type de travail-là, donc trouver le bon time frame sur lequel se produit la gestion du risque. Donc on fera un cours là-dessus, peut-être cet après-midi, peut-être que demain, je pense probablement que demain, voire peut-être la semaine prochaine. Beaucoup de taf en ce moment, donc désolé, je traite les priorités comme je peux. Ça, puis il faut qu'on refasse les TL derrière. Enfin bref, j'avais pas prévu que l'année soit aussi merdique sur ce début d'année, donc peut-être que certaines des timelines seront repoussées. On a beaucoup de choses à traiter. Il faut qu'on refasse aussi une émission de mise à jour des plans annuels, surtout sur la partie Como et matières premières. Parce qu'on a atteint des TP très vite, etc. Donc voir un peu si je dois changer le rythme du plan ou pas. Donc il faut qu'on refasse une émission de 2022, alors qu'on n'est même pas mi-mars. Bref, voilà. Donc beaucoup de choses à faire, je sais. Mais voilà. Donc bref, pour répondre à vos incertitudes, donc qu'est-ce qu'on fout là ? Eh bien, comme d'hab, trouver le bon time frame. C'est-à-dire là où vous allez trouver soit des confrontations de tendance. Donc vous avez une tendance haussière, tendance baissière ici. Donc il faut toujours aller vérifier. Je vous rappelle, c'est un indicateur. Un indicateur, il donne et il traite une information de manière binaire. Ça peut être que des conditionnalités. Et la sortie, c'est ça colore ou ça colore pas. Donc ça dépend du positionnement de la moyenne dans le contexte, enfin par rapport au contexte. Donc ça veut dire que les contextes sont au-dessus des moyennes, ça veut dire que les contextes sont en dessous des moyennes. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tendance baissière et une tendance haussière. Ça veut dire à vous d'aller voir sur ces time frames. Mais bref, là déjà on voit qu'il y a une asymétrie, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'haussier, quelque chose de baissier. Généralement, ça produit des ranges. Donc déjà, effectivement, en daily, on sait qu'on y trouvera des ranges, c'était le cas. Il y a aussi une anomalie ici, entre le fait qu'ici, on a donc une tendance haussière, en tout cas donc des contextes au-dessus des moyennes, et les prix sont dans les contextes acheteurs. Donc normalement, quand il y a une tendance haussière, les contextes acheteurs sont à payer. Bref, ici, donc on a des pressions de prix vendeuses dans une tendance haussière. Ça peut être le coup de se mettre à l'envers, par exemple, donc de chercher des achats. Donc, voilà tous les time frames où, sans même encore vous déplacer, en regardant ce dashboard, vous savez déjà où il faut aller regarder. En daily, on sait qu'on va avoir un range, donc probablement pas intéressant de trader ce time frame parce qu'on est probablement au milieu du range. Là, il serait logique effectivement de voir les plus grosses pressions vendeuses. On voit qu'on est sur la fin d'un cycle vendeur, etc. Donc le 4 heures, c'est là qu'on va voir le plus baissier de tout ce qui se produit. Donc si vous voulez vous convaincre qu'il faut vendre le marché, regardez le 4 heures. C'est pile poil le time frame qui va faire ce travail-là. C'est là que les vendeurs essayent de pousser. L'hebdo, si vous voulez acheter, enfin si vous avez un biais plutôt acheteur, c'est là que vous regardez et c'est là que vous trouverez toutes les bonnes raisons d'acheter. Et donc le daily, c'est là où vous aurez toute la merde qui se bataille. Autrement dit, vous avez la bataille des gars qui veulent pousser en 4 heures et la bataille des gars qui veulent tenir le support en hebdo. Voilà entre guillemets l'histoire de ce marché et il n'y a pas besoin en soi d'aller plus loin que ça. Déjà, vous savez où se produisent les gestions du risque. Le daily, c'est là où un jour ça va être haussier, un jour ça va être baissier. Le 4 heures, c'est oh putain, c'est bear. Et l'hebdo, c'est bon, de toute façon, ça finira bien par remonter puisque c'est en tendance. Donc, autrement dit, vous avez toute l'histoire de ce marché sur les 3 graphiques. D'accord ? Ça veut dire, bon, il pousse fort au sud, mais de toute façon, on va gagner. Ça, c'est le bordel. Et ça, c'est, oh, on va pousser au sud tant qu'on peut. Et puis, évidemment, on fait abstraction de la tendance du T supérieur. C'est-à-dire qu'on sait que concrètement, un jour, on va se prendre une quenelle bien verte avec une grosse bougie haussière. Mais en attendant, c'est nous qui contrôlons les prix à la vente. Donc, bref, si vous voulez jouer le baissier, c'est en 4 heures que ça se fait. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher autour. Ça se produit ici. OK ? Donc, allons-y, faisons et regardons si ça correspond à ce qu'on voit sur les prix. Bon, en 4 heures, est-ce que ça donne envie d'acheter ? Non, d'accord, c'est très baissier, oh mon Dieu, c'est l'horreur, c'est hyper bear, etc. On retrouve donc notre fameuse moyenne sous les contextes, enfin au-dessus des contextes qui baissent, et là tout le monde arrivera à se dire, bon c'est bon, prochaine target, 30 000, voilà.
C'est logique, c'est le dernier support, donc on va forcément y retourner puisque les pressions sont baissières. Le range ici est mature, il a une structure pas très sexy, de lignes plus ou moins plates ou convergentes. Bref, on a un range mature et comme on en vient par le haut, d'accord, on vient d'un mouvement baissier, on neutralise, donc c'est qu'on va forcément continuer par le sud. Stratégie stupide de la tendance, hein, c'est-à-dire si je contextualise pas dans quel contexte se met cette tendance, c'est une tendance baissière, creux sommet descendant, égale toutes les structures d'hésitation seront cassées par le bas. Ok. Bon, ensuite on va en daily, comme on l'a dit, c'est là qu'on va retrouver des sentiments plus contrastés, des trucs plus neutres. Là on se dit, oh boy, alors déjà la moyenne elle est bien haussière, nique sa mère, donc pour un range, on est plutôt sur un range haussier, hein. Le range est mature et on est dans la borne basse du range. Donc à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? On met des stratégies neuneux. Donc est-ce qu'on est dans des zones acheteuses en daily? Bah ouais. Donc là déjà, si vous voulez vous convaincre de vendre en daily, pas génial. On a déjà des gestions du risque acheteuses sur le bas du range en plus. Donc bon, voilà. Et puis si on va en hebdo, là forcément, il n'y a pas la moindre place pour les vendeurs. C'est une grosse tendance haussière. On est toujours dans la phase de suivi de tendance puisqu'on n'a pas du tout connu le pullback pour l'instant. Bref, l'hebdo, c'est juste boule et il n'y a pas le moindre doute. Donc si on résume l'histoire, 4 heures, c'est bear. En tout cas, c'est neutre, mais les bears arrivent à se convaincre qu'on va casser le support. Je peux comprendre. Là, c'est boule et il n'y a pas de moins en question. On finira par en sortir à l'achat de toute façon. Et là, c'est plutôt neutre haussier. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça pour vous dire je sais comment je me positionne dans un marché pareil. Acheteur et point barre. Maintenant, je sais que les gars, en 4 heures, ils veulent pousser. Je sais qu'ils sont sur une fin de cycle, donc ils sont carrément en train de s'épuiser plus qu'autre chose. Mais en attendant, voilà, si vous voulez vous convaincre de vendre, regardez le 4 heures. Effectivement, le 4 heures, c'est là où vous allez avoir les plus fortes pressions vendeuses. Donc, il faut savoir dans quel temps vous êtes. Ok? Est-ce que vous avez envie d'acheter des cryptos? Est-ce que vous avez envie de les vendre? Vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous dis que de toute façon, c'est les acheteurs qui vont gagner, puisque c'est généralement les tendances de degré supérieur qui l'emportent sur les tendances de degré inférieur. Maintenant, si vous voulez vendre des cryptos, c'est en 4 heures qu'il faut trouver les gestions du risque. Ok? C'est là que vous avez des gestions du risque vendeuses. Bon, navré, moi j'appelle pas ça une tendance baissière, d'accord? Moi j'appelle juste ça une dégradation des prix. Là, on a de la tendance baissière, pas de souci. Là, on voit bien que tous les cycles acheteurs se font racler la gueule. Donc ça, c'est un mouvement très tendanciel à la baisse. Ça, c'est un range. Voilà. Donc, si vous voulez vendre un range sur des supports de tendance du T supérieur, je vous souhaite bien du courage. On a raconté tout ce qu'il y avait à dire? Voilà, moi je suis navré, vous ne pouvez pas vendre les cryptos sur ces supports. Maintenant, si vous voulez jouer les allers-retours, c'est-à-dire j'achète le bas de range et je prends des profits dans le haut de range et je ne cherche pas à comprendre, je peux tout à fait comprendre. Ok? Ce range est maintenant mature, donc faites gaffe, les bornes elles vont commencer à péter. Donc là, c'est de dire, tant qu'on ne sort pas de là ou de là, il ne se passe plus rien en termes de gestion du risque, c'est vraiment de la stratégie neuneu. C'est-à-dire que là aussi, il faudrait théoriquement donc me foutre vos trucs là. Problème, on ne traite jamais un range dans un range. Donc moi j'ai un gros problème. Tous les gens que je vois essayer de faire l'arbitrage du range en 4 heures, je me dis oh putain, je préfère jouer au loto parce que j'ai pratiquement autant de chances de réussir que de trader un truc comme ça. Trader un range dans un range, c'est la plus grosse des conneries à faire. C'est celle qui cause la plupart des erreurs spéculatives des débutants d'ailleurs. Donc ici, navré, en fait on peut réaliser que des achats ici sur des gestions du risque daily et puis c'est tout. Voilà. Je suis navré, il n'y a pas d'autre option. Ça veut dire que mis à part acheter ces supports et dans ce cas-là, récupérer des profits éventuellement ici à plus court terme, si on veut vraiment avoir une vision 4 heures, ok, mais en attendant, c'est les acheteurs qui vont gagner. Voilà, point. Moi, d'un point de vue statistique, j'ai pas peur de le dire, j'ai beaucoup plus de chances que ça pète au nord qu'au sud. Maintenant, ça ne veut pas dire, et ce sera jamais 100% du temps. Ça veut donc dire que si ça casse au sud, il faut le prendre en compte dans la gestion du risque. Voilà. C'est toute l'histoire que j'avais à vous donner. Maintenant, pourquoi tout le monde se casse la tête sur ce qui se passe actuellement? Parce qu'on est sur des niveaux très psychologiques. On l'a vu et on l'a dit dans le brief hebdo, les sentiments ne sont pas géniaux et on oscille entre la zone des 20 et la zone des 50. Quand on est à 50, les gens commencent à se dire que ça y est, le pire est derrière nous. Eh ben non, on y revient. Et quand on est à 20, oh mon Dieu, ça y est, c'est la fin du monde. Mais bon, en attendant, on a déjà connu pire, donc c'est pas si mal. Ok? Voilà la thématique dans laquelle on est. Hier, le grand rebond acheteur, et hop, on efface tout. Alors, évidemment, les indices ne perdent rien, les cryptos réeffacent tout, donc qu'est-ce qui se passe? On nous ressortira le « bon Dieu, c'est pas normal, donc c'est qu'il doit y avoir des effets de corrélation ou des machins ou de je sais pas quoi ». Non, on est dans des ranges, à l'intérieur de range. Autrement dit, si vous essayez d'extrapoler ce qui se passe dans le petit range à l'intérieur de la borne basse du gros range, ça va mal se passer pour vous. Parce que toutes les cassures baissières qu'on pourrait avoir à court terme seront probablement reprises par les mouvements haussiers derrière. Donc, ça peut baisser, mais ça remontera. Voilà ce que ça veut dire.
Donc après, bah, si vous voulez vous convaincre que ça vaut le coup de parier à la baisse pour pouvoir racheter plus bas après, vous le faites si vous le sentez, mais ce n'est pas ce qui est le plus probable. Voilà. Il faut suivre les statistiques dans le marché. Je suis navré. Je sais que ceux qui cherchent à avoir tort, raison, viendront derrière pour me dire « Ah, t'as eu tort !» etc. Mais putain, c'est juste au bout d'un moment, pas à ce niveau-là que se situent les choses. Il faut que vous sortiez de ce rapport néfaste avec le trading qui est de chercher à avoir raison ou à avoir tort. Il faut jouer des statistiques et comprendre quel est le risque. Le risque principal qu'on connaît actuellement, c'est la volatilité de ces ranges 4 heures sur les bas de range daily. Ces bas de range daily, ils vont réagir à l'achat tôt ou tard. Il y a peu de probabilité là-dessus parce que les tendances installées sur les UT supérieures, je les vois difficilement se neutraliser. On est encore une fois sur des tendances validées, confirmées en hebdomadaire, etc. Enfin, moi, je suis des modèles, quoi. C'est de dire, si on avait buté sur les 40 000 $ l'année dernière, vous voyez, et qu'on était en train de faire le même range, mais juste 15-20 000 $ plus bas, là, je flipperais ma race de jouer l'achat du support. Là, ici, je suis désolé, on a validé, confirmé les tendances. On fait des pullbacks daily dans des tendances multi-time frame. Donc, bon, bah, moi, à ce stade-là, je connais mon modèle, je le suis. Voilà. Il est très largement favorable aux achats sur les UT hebdomadaires. Et les UT hebdomadaires finiront de toute façon par reprendre le pas sur les UT inférieurs. Mais ça ne veut pas dire que ça se produira 100% du temps. Et surtout, bah, à court terme, c'est là qu'il faut gérer la psychologie. Cette zone-là, donc là on rentre dans le domaine du terrier du lapin blanc, donc je vais vous expliquer pourquoi vos neurones y surchauffent dans cette zone. Bah, cette zone, elle est hautement importante d'un point de vue historique. Parce que comme on l'a dit, là, c'est le fameux niveau où si on s'était planté la gueule l'année dernière, bah, clairement, ça aurait montré qu'on n'était pas du tout en tendance et que justement, il y avait ni plus ni moins que beaucoup trop de spéculation à court terme. Donc vous voyez que ce niveau réagit déjà. C'est hyper important. OK. Ce niveau-là, c'est le niveau qu'on recasse en tant que support pour construire la structure de Wyckoff. D'accord ? Très douloureuse, je vous en rappelle. Ici, le tout petit sign of strength, tellement on était bullish derrière, on revient chercher le niveau, on fait un ATH. Vous vous rendez compte de l'importance cruciale du niveau des 40 000 $. Bon, et là, bah, comment est-ce qu'on les traite, les 40 000 $? Dessus, dessous. Ah, putain, mais quand est-ce qu'on va s'emparer de cette zone? Bah, en fait, on peut y rester encore longtemps. Hein, juste pour vous donner l'ordre de grandeur de Wyckoff, on y avait passé 3 mois et demi. Oui, un peu plus de 3 mois et demi. Donc là, c'est de dire, bah, en soi, on est dedans que depuis 21 janvier. Ça fait 2 mois. Donc on peut très bien rester ici encore 3-4 mois. Maintenant, ça me paraît très improbable. Pourquoi? Bah parce que sur l'UT hebdomadaire, donc ça veut dire le trend sine wave ici, il est sur des crans mensuels. D'accord? Ça veut dire donc chaque clôture mensuelle, pour l'instant, elle est plutôt favorable à l'achat puisqu'on le voit, les vendeurs n'arrivent pas à finir ce cycle. Donc j'ai plutôt envie de dire que maximum 1 à 2 mois, et à mon avis, on aura des réactions acheteuses. Maintenant, ce sont des biais plus subjectifs. Et en attendant, la seule réalité à laquelle on est confronté, c'est qu'on a une guerre, ou en tout cas, bon, ça dépend comment on veut l'appeler, une opération spéciale côté russe, une guerre pour les autres. Bref, on se balance des bombes. Donc dans tous les cas, je vois difficilement comment on peut appeler ça autrement qu'une guerre, quand on est sur le territoire d'un autre pays. Mais bon, bref. Restons hors de ce sujet-là. Bref, là, c'est juste de dire, OK, on fait mémuse autour du niveau. Donc, en termes de psychologie, c'est parfait. Ça veut dire, ici, vous pensez que c'est boule. Là, vous arrivez à vous convaincre que c'est bear. Et globalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, on tient les supports hebdomadaires, on reste à plat dessus, mais on n'arrive pas à franchir les résistances. Donc, ça ne valide pas. Mais en attendant, le fait de rester sur le support arrive à vous faire que vous arrivez à vous convaincre que comme le support ne réagit pas, c'est qu'on va le casser. C'est exactement la même structure que Wyckoff. Wyckoff, psychologiquement, on était sous un support et vous arriviez à vous convaincre que le fait qu'on n'arrive pas à le récupérer en tant que support faisait qu'on allait aller plus bas. Bon, vous êtes magistralement planté puisqu'évidemment, on l'a récupéré et on est revenu le chercher. C'est la base de la psychologie de Wyckoff. C'est de vous faire passer sous un niveau et de rejeter ce niveau, vous faire penser que du coup le marché a changé de direction alors qu'il n'avait rien changé du tout. Il était toujours haussier le marché, mais à ce niveau-là, on l'a bien neutralisé, on y en a bien cassé du boule avec Wyckoff. Bon, là, ce qu'on connaît, c'est pas pareil. C'est vraiment un marché de sentiments. C'est de dire, c'est de l'arbitrage de volatilité. En bas, ça achète, puis ça récupère les profits. Et c'est comme ça que accumulent les professionnels. Ils achètent en bas, ils récupèrent ici, puis comme il n'y a plus personne qui achète la résistance, on revient au support. Mais ils rachètent encore, hein, et puis ils reprennent le profit. Et puis à chaque fois qu'on revient, ils rechargent, ils rechargent. Comme du coup, on n'arrive pas à franchir une résistance, vous arrivez à vous convaincre que bah, du coup, il n'y a pas assez d'acheteurs, c'est pas assez boule. Si ce marché était vraiment haussier, on devrait réagir sur le support, on devrait éclater tous les vendeurs. Mais non, ce sont les mêmes qui achètent à chaque fois et qui revendent.
Donc, il faut que vous compreniez que ça, c'est ni plus ni moins que des gens qui arbitrent le marché. Et c'est ce que je vous avais dit, c'est le signe de travail de professionnel, encore une fois. Là, ils ne sont pas en train de vous manipuler la psychologie, c'est vous-même qui faites de la merde. Là, si on est professionnel, moi, je trouve ça très facile de naviguer depuis déjà plusieurs semaines. C'est vraiment achat du support, TP sur la première résistance, et on oscille autour du niveau, aussi longtemps qu'il y aura de l'incertitude. Le range est mature aujourd'hui, donc j'avoue que moi, je répéterai plus trop l'opération, parce que maintenant, c'est là effectivement qu'on peut avoir les cassures, mais aussi les fausses cassures. C'est juste de comprendre qu'à ce stade-là, ce range n'a pas vocation à être tradé. Ou alors uniquement dans le sens du range du T supérieur. Donc, ce qui est en train de se passer, ce sont des gens qui achètent les supports daily hebdo, mais qui font des gestions du risque en 4 heures. C'est-à-dire, comme l'incertitude est élevée, ils récupèrent les profits et ils recommencent, pour éviter de traîner des positions. Bref, ils profitent de l'incertitude pour, à court terme, faire des trades spéculatifs dans le bas d'un range. Mais j'aime autant vous dire que ce n'est pas des gars qui vendent et récupèrent les profits ici. Non, non, c'est vraiment des gars qui achètent et qui récupèrent les profits et qui attendent que ça réagisse. Ok? On le voit bien, les volumes sont sur les supports et il n'y a pas de volume sur les résistances. Donc si ça avait été le cas, là je m'inquiéterais. Ça veut juste dire que ces gars-là achètent quand c'est la panique et dès que vous pensez que ça va sortir en fin du range, ils vous vendent. Bref, ceux qui arrivent à se convaincre que c'est quand ça a l'air plutôt haussier qu'il faut acheter, bah vous êtes la contrepartie de ces gars-là. Puis si vous vendez en panique, ce sont eux qui vous achètent. Ok? C'est un pur arbitrage de volatilité et de sentiment. Donc vous ne laissez pas manipuler sur ça et surtout comprenez qu'il n'y a pas de gestion du risque à faire en 4 heures. Sauf si vous êtes un professionnel et que vous arbitrez votre carnet. Donc ce sont les professionnels qui sont en train d'arbitrer parce qu'il ne se passe concrètement pas grand-chose, la valeur ne se déplace pas. Il y a de très très fortes chances que la zone des 40 000 finisse de toute façon par constituer un support hebdomadaire, mais en attendant, bah, chaque jour et chaque semaine qui passe reste dans l'hésitation. Et cette hésitation, si vous y êtes sensible, bah vous faites travailler vos neurones et vous vous bêtez les neurones pour rien. Concrètement, il ne se passe rien et en termes de gestion du risque en hebdomadaire, c'est très haussier. Et je suis désolé, je ne suis pas là à prêcher la bonne parole du père Maboul qui va, de toute façon, ça ne peut que monter. Non, c'est juste qu'il y a des tendances, point barre. Je fais mon travail. Voilà. Donc, j'ai rarement autant d'aplomb. Vous le savez, en général, je suis plutôt dans la nuance de gris pour justement essayer de vous faire comprendre les gestions du risque. Mais tout dépend des contextes dans lesquels on est. C'est pas que je suis pro-crypto, etc. et que je suis aveuglé. C'est juste que pour moi, les cryptos, j'ai quelque chose qui est assez rare. C'est des tendances multi-time frame en cours. Donc, ça produit des gestions du risque extrêmement orientées. Et on est très loin du 50-50 sur ces time frames-là. Je suis navré. Ça ne veut pas dire que j'ai un biais de lecture, ça veut juste dire que je connais bien mon métier et que j'ai des choses en face de moi qui n'amènent pas du tout à des résolutions d'ordre de 50-50. On n'est pas du tout sur des probabilités 50-50. Les probabilités sont très nettement à l'achat et ce n'est pas un biais personnel. Point barre, vous me présentez un graphique en range et je vais vous dire que oui, effectivement, là, j'en sais rien, mais que je me positionnerai sur telle ou telle zone. Là, je sais, c'est de la tendance. La tendance, c'est pas 50-50, c'est la base du marché. Et ça, il y a beaucoup qui ne le comprennent pas. On n'est pas au casino dans le marché, on ne fait pas tourner une bille dans une roulette. Il n'y a pas 50-50 que ça tombe sur le rouge ou sur le noir. Enfin, ceux qui arrivent à se convaincre de ça, ce sont des gens qui ont vraiment une vision très spéculative du marché. Il faut comprendre que quand on est sur des tendances, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. D'accord ? Une tendance, ce n'est pas 50-50. Les prix se déplacent dans une direction particulière, donc il y a une gestion du risque directionnelle. C'est la base du marché. Le marché, il n'est pas juste basé sur un jeté de dés. Le marché, il y a de la valeur, ok ? On ne traite pas juste de la volatilité à court terme et des prix. Il faut que vous compreniez qu'à moyen terme, l'investissement, c'est basé sur le déplacement des valeurs. Ça n'exemple pas de gestion du risque, ça on l'a bien toujours dit. Celui qui fait le pari de l'investisseur pur en disant de toute façon ce truc c'est sous-évalué, ça va monter, s'il ne fait pas de gestion du risque, il est mal barré. Mais en soi, si on fait de la gestion du risque et qu'il y a des tendances, il faut que vous compreniez que ça ne peut pas. C'est pas que ça ne peut pas baisser, mais il faut suivre les statistiques. Si mécaniquement parlant, vous avez un truc qui a 70% de chance d'aller d'un côté et 30% de chance d'aller de l'autre, et que vous arrivez à vous convaincre qu'il faut parier sur les 30%, je pense qu'il y a un souci. Voilà.
Donc, il faudra peut-être qu'on revoie un peu tout ça, mais j'ai essayé de vous résumer le contexte aujourd'hui. On a affaire à des biais psychologiques sur un bad range. Donc, effectivement, dans le bad range, les news sont péraves et vous allez avoir envie de vous convaincre que le range va lâcher, etc. Mais concrètement parlant, c'est très peu probable. Maintenant, on est sur le bad range, la pression est là, le contexte est merdique, le sentiment oscille en plus de ça dans des ranges de plus court terme. Bref, la situation psycho est merdique. On a un range à plat, dans un range, mais dans la partie basse de ce gros range. Donc effectivement, c'est le sentiment baissier qui domine et c'est normal. Donc c'est de la psychologie. Essayez de la tenir, votre psychologie. Il y a des tendances sur les UT supérieures et ces tendances orientent très largement la probabilité dans le sens de la hausse derrière. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur les cryptos. Je suis désolé, il n'y a que ça à dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passera sur les alts? 90% de ces merdes vont crever dans l'horizon 5 ans. Il y en a plein des alternatives Layer 1, etc., qui ne valent rien. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais trucs. Ça veut juste dire qu'il y a trop d'offres par rapport à la demande réelle, qui, elle, de toute façon, aura un aspect moutonnier. La demande qui va arriver dans les cryptos, elle ira dans des secteurs particuliers, et surtout, il y a un effet moutonnier. Et ce n'est pas forcément des choix rationnels. Il faut comprendre que les acteurs de marché qui vont venir se positionner sur les différentes offres qui sont proposées par les différentes alt layer 1 ou etc., ou même les différentes dApps, c'est de dire aujourd'hui on a 15 000 dApps qui font la même chose. Il faut comprendre que les gens, ils ne vont pas aller sur les 15 000 dApps. Ils vont en choisir quelques-unes, et ce n'est pas forcément des choix rationnels. C'est pas « ah, je vais sur celle-là parce que c'est la meilleure technologie » ou je ne sais pas quoi. Non, en général, les gens, ils vont là où vont les autres. Donc il faut que vous compreniez que c'est un aspect moutonnier. Là, c'est des effets de réseau. Là où les gens vont aller, c'est là où sont allés les autres. Donc, oui, 99% de ce qui existe aujourd'hui n'existera pas sous 2 à 3 ans. Ou en tout cas, ce sera négligeable en termes de part de marché. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est un schéma comme un autre. Vous pouvez l'accepter, pas l'accepter. Vous pouvez dire que je dis n'importe quoi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, c'est le schéma que je suis. Il vaut mieux suivre un schéma que de faire n'importe quoi. Donc, avoir conscience qu'aujourd'hui, 99% de ce qui traîne n'a pas de valeur, c'est important, oui. Mais savoir faire la différence avec les actifs qui ont de la valeur, ceux qui ont déjà des effets de réseau, ça, c'est important. Et cela, je suis navré. Vous pouvez tourner l'équation dans tous les sens. Si vous arrivez à vous convaincre que Bitcoin et Ethereum vont baisser, il y a un problème. C'est trop tard pour qu'ils baissent. Ils ont déjà un effet de réseau et ils ne chuteront pas. Point. Voilà. Allez, ciao.